Mais merci beaucoup, Maxine. Merci à Centro pour cette occasion de parler, de vous présenter un peu plus sur la recherche scientifique, comment ça se fait au sein d'un ministère pour améliorer la gouvernance de l'eau. Alors, je me présente Judith Kirby. Je suis la coordinatrice du Bureau des connaissances sur l'eau à la Direction générale des politiques de l'eau au ministère de l'Environnement. C'est quoi le Bureau des connaissances sur l'eau? Le BCE est mandaté par la loi de mieux gérer les connaissances sur l'eau, de coordonner l'acquisition des connaissances et développer et mettre en place des moyens pour faire la collecte des connaissances sur l'eau pour ensuite les diffuser et les partager. Donc, ces connaissances doivent soutenir une meilleure gouvernance de l'eau et une prise de décision qui est éclairée et basée sur la science et sur une connaissance adaptée à la réalité québécoise. Ces connaissances doivent aussi servir à informer le public. Donc, voici les mots-clés de la présentation. La recherche scientifique est une parmi plusieurs façons d'acquérir les connaissances, on s'entend. Donc, ces connaissances, ensuite, doivent être gérées, colligées, partagées et diffusées au service de la gouvernance de l'eau et pour informer le public. Donc, je sais que la gouvernance, ça fait à plusieurs échelles, par plusieurs paliers décisionnels et par plusieurs organismes. Donc, il y en a parmi vous ici aujourd'hui qui en font aussi. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait, ce qu'on vise la gouvernance au sein d'un ministère et le ministère de l'Environnement en particulier. Encore là, parce que j'ai un temps limité, je dois quand même focuser la présentation sur quelques initiatives et quelques exemples. Alors, je n'ai pas le temps de faire le tour de tout, mais j'espère que ça va vous donner un aperçu de comment ça marche la recherche scientifique au sein d'un ministère. Donc, ma présentation commence avec un tour de quelques événements des dernières années qui ont eu des impacts significatifs sur les connaissances, que ce soit la gestion, l'acquisition, la diffusion, qui font en sorte que les connaissances sont et doivent être davantage au cœur de la gouvernance de l'eau. Il y en a d'autres et d'autres événements, initiatives, mais je cible ceux qui sont les plus pertinents pour mon travail au Bureau des connaissances sur l'eau. Alors, sans faire une histoire très exhaustive, je vais commencer en 2009 avec la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, donc la loi sur l'eau, qui a créé le Bureau des connaissances sur l'eau et aussi le devoir de produire un rapport sur l'état de l'eau. Donc, on peut retrouver ces informations aux articles 16 et 17 de la loi sur l'eau. Et donc, notre mission, notre mandat au BCE, c'est d'assurer la collecte et la diffusion des données, de soutenir les besoins en connaissances sur l'eau et de fournir à la population une information qui soit la plus fiable et complète et à jour possible. Donc, c'est ça, la loi sur l'eau, ça a vraiment mis les connaissances au cœur du cadre légal et en même temps, on a adopté un nouveau régime de gouvernance pour les prélèvements d'eau au Québec. Je fais un saut en 2018 et l'adoption de la stratégie québécoise de l'eau qui met de l'avant les connaissances à l'orientation 6 qui vise l'acquisition et le partage des meilleures connaissances sur l'eau. Donc, on a quelques actions qui déclinent de l'orientation 6 dans le plan d'action de la SQE, qui visent l'acquisition des connaissances, qui visent le développement des outils. Puis j'ai mis en rouge le dernier point, c'est qu'il y a une action qui vise à consolider la recherche et le partage d'expertise dans le domaine de l'eau. Pourquoi je souligne cette action-là, c'est parce que c'est de là qu'on a mis en place le consortium dédié à la recherche en eau, le consortium Osmose. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard. En 2020, on a vu la publication du rapport du commissaire au développement durable sur la conservation des ressources en eau. Donc, ce rapport-là a souligné l'importance des connaissances au sein du ministère
Et dans le rapport, on retrouve quelques constats, entre autres un constat qui dit que le MECC, donc le ministère de l'Environnement, ne possède pas les connaissances lui permettant d'assurer la gestion intégrée des ressources en eau. Il y a eu plusieurs recommandations dans ce rapport-là, dont 2 qui touchent l'acquisition des connaissances ou les connaissances. Donc, la première recommandation vise à acquérir et diffuser les connaissances sur l'eau nécessaires pour soutenir les besoins des acteurs qui prennent part à la gestion intégrée des ressources en eau. Et la deuxième recommandation porte sur le besoin de dresser un portrait plus fiable et plus complet de l'état des ressources en eau afin de soutenir la prise de décision. Donc, ce rapport-là a vraiment mis les connaissances au cœur de la planification et la prise de décision gouvernementale pour les années à venir, parce qu'on a des actions à mettre en place pour répondre à ces recommandations. Le rapport du commissaire du développement durable a soulevé des lacunes au niveau de la gestion des connaissances au sein du gouvernement, au sein du ministère de l'Environnement. Mais il y a quand même eu plusieurs initiatives au cours des dernières années, surtout en 2020, qu'on a lancées et quelques actions à venir en 2021 que j'aimerais porter à votre attention. Donc, la première action, au mois de mars en 2020, on a lancé le consortium Osmose. Je vous invite de visionner le webinaire qui a eu lieu il y a 2 jours sur le consortium. Donc, ça explique un peu la conception du consortium, puis la façon que ça va fonctionner. Cet webinaire-là peut visionner via le site web de Centro. Donc, le consortium va aider le gouvernement dans la réalisation des projets de recherche et accélérer nos processus internes au bénéfice de la recherche. D'autres initiatives qui ont vu le jour en 2020, mais on a publié la 2e édition du rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. Donc, ce rapport-là est disponible sur le site web du ministère de l'Environnement. On a aussi, notre ministère, d'autres ministères du gouvernement provincial ont collaboré avec le gouvernement fédéral pour publier un portrait global du Saint-Laurent. Donc, ce portrait-là est publié sur une base régulière dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent. Et ça peut être, vous pouvez le trouver sur le site web du plan d'action Saint-Laurent. Aussi, on a mis en ligne un atlas de l'eau. Donc, cet atlas-là contient des couches, des cartes interactives et des jeux de données que vous pouvez télécharger. Donc, ça aussi, c'est disponible sur le site web du MLCC depuis la fin de 2020. Et en décembre, notre ministre a annoncé la création d'un forum d'action sur l'eau dans un communiqué de presse. Donc, juste quelques initiatives qui ont eu lieu en 2020 et en 2021, on va faire un sondage auprès de la clientèle pour, entre autres, bonifier le contenu dans la partie commune du portail des connaissances sur l'eau et aussi bonifier les informations disponibles sur le site web. Donc, je mentionne le sondage parce que plusieurs parmi vous seraient contactés pour remplir le sondage. J'espère que vous pouvez prendre le temps de le faire parce que les informations récoltées dans ce sondage-là seront très importantes pour nous de cibler les lacunes à combler et les connaissances à prioriser pour les années à venir. Donc, quel est l'élément déclencheur en arrière des initiatives, en arrière de nos besoins d'acquérir les connaissances pour améliorer la gouvernance? Mais c'est toujours, on travaille en amont avec des initiatives d'acquérir des connaissances avant d'adopter des lois et des règlements. Une fois qu'on a adopter ou modifier des lois et des règlements, on va publier des guides d'application et faire des suivis des bilans de mise en œuvre.
Donc, souvent, l'acquisition en amont vise des revues de littérature, des études pour déterminer et baliser les changements légaux qu'on veut mettre en place. Et une fois que toutes les lois, les règlements, les guides, tout est en place, mais là, c'est là où on peut plus facilement identifier nos besoins en termes d'acquisition des connaissances pour la mise en application des lois et les règlements. Donc, surtout si, comme on a vu avec la loi Solo qui a introduit des changements au niveau de la gestion des prélèvements d'eau, s'il y a un changement majeur de régime, on va avoir plusieurs besoins en termes d'acquisition de connaissances pour l'application du cadre légal. Je vais vous donner l'exemple de la loi Solo, qui a initié des nouvelles façons de faire et par la suite une vague de besoins en termes de recherche et développement. Donc déjà dans la loi Solo, on a instauré une nouvelle façon de gérer et protéger les prélèvements d'eau. Avec la modification de 2017, on a vu la conservation, on a introduit la conservation et la compensation des milieux humides et hydriques. Et aussi, il y a eu la loi puis un règlement qui est suivi. Et aussi, comme j'ai mentionné au tout début, une partie de la loi Solo porte un article, porte ce devoir de rédiger un rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. Mais donc, on a eu besoin de se pencher sur la question des indicateurs et ça génère aussi des besoins. Donc, les besoins peuvent prendre toutes sortes de formes, ils sont très variés. Ça peut être des revues de littérature pour documenter les méthodes adoptées ailleurs. Ça peut être le développement des critères de qualité, développement des procédures, rédaction des guides méthodologiques, guides techniques. Ça peut être le développement ou la bonification des indicateurs de suivi. Ça peut être des études de terrain, la caractérisation de terrain. Puis toute autre sorte d'études qui portent sur l'économie, le volet social, les impacts environnementaux. Donc, comme vous voyez, nos besoins sont très variés et touchent plusieurs domaines d'expertise et champs de compétences. Donc, comme j'ai dit, la loi Solo a introduit un nouveau régime d'autorisation des prélèvements d'eau et donc on avait besoin de se pencher davantage sur la question des débits environnementaux. Donc, c'est juste un autre exemple de comment l'adoption ou le changement au niveau du cadre légal a eu des impacts au niveau des besoins en termes de connaissances au sein du ministère. Donc, cette question-là de comment appliquer les débits environnementaux, des fois on utilise les termes débits réservés ou débits écologiques aussi, ou en anglais c'est Environmental Flow Needs. Donc, comment on peut bien appliquer la question des débits environnementaux parce que c'est quand même une obligation qui se retrouve dans la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, au tout début, on a participé à 2 projets d'études menés et financés par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Donc, j'ai mis le lien au site web du CCME parce que ces études-là sont fort intéressantes. Et ça nous a aidé à établir notre méthodologie et déterminer un peu les lacunes dans nos connaissances et ça nous a aidé à prioriser les projets qu'on voulait mettre en place pour les années à venir. Et donc, depuis quelques années, on travaille sur la classification des cours d'eau, une analyse cumulative de l'utilisation de l'eau par bassin versant. On travaille sur la mise à jour des seuils de débit, sur un réseau de suivi de température de l'eau. On travaille sur la consultation avec des prélèveurs par bassin versant et aussi des outils de travail et de diffusion. Donc, des fois, on a besoin de développer des outils plus pour un travail interne avec nos collègues, mais aussi avec le public. Donc, et parfois,
parce qu'il faut qu'on est capable de répondre aux besoins de certains secteurs d'activité très précis. On a besoin de connaissances aussi très précis. Donc, je donne l'exemple d'un projet qu'on a réalisé avec le professeur Silvio Guimard à l'Université Laval, qui porte spécifiquement sur l'utilisation de l'eau par les fermes de cannebergières. Donc, avec Silvio, il a développé des capsules vidéo pour nous, pour bien expliquer les concepts pour combler des lacunes qu'on avait identifiées. Ces capsules-là sont disponibles sur le portail des connaissances sur l'eau. Donc, on a pu financer plusieurs projets grâce au plan d'action sur les changements climatiques. Donc, j'en nomme quelques-uns. Le projet de doctorat qui prend fin, qu'on a financé avec l'INRS, avec André Saint-Hilaire. Donc, c'est le candidat au doctorat, Laureline Berthoud, qui mène ce projet-là. Et elle a publié récemment un premier article dans la Revue canadienne des ressources hydriques. Je pense que, je ne sais pas si Laureline est avec nous, mais c'est un projet qui va nous aider énormément à peaufiner nos connaissances grâce à cette recherche scientifique pour éventuellement modifier le cadre légal et mieux appliquer le volet de débits environnementaux. Aussi, on a financé des projets sur la température de l'eau. On a financé un projet avec l'OBV Yamaska et on va débuter un deuxième volet avec eux très bientôt, qui vise vraiment la consultation avec les acteurs sur dans certaines zones problématiques le long de la rivière Yamaska. Et on vient de débuter un projet d'outils pour développer un outil de modélisation de l'impact des prélèvements avec l'INRS, l'équipe d'Alan Rousseau. Donc, j'arrive à la fin. Tantôt, j'avais parlé de la création du consortium Osmose. Donc, puis je remercie Boutaina Eljay, qui est coordinatrice du consortium Osmose pour cette diapositive-là, puis aussi le directeur d'Osmose, Peter Van Rollem. La collaboration entre notre ministère et Osmose va être essentielle pour nous pour accroître l'acquisition des connaissances sur l'eau au bénéfice du ministère. Ce partenariat permet de coordonner et harmoniser les besoins de recherche au sein de notre ministère, de faciliter l'arrimage entre nous et les équipes de recherche. Ça va nous aider ça va faciliter la co-création des projets avec différentes équipes avec qui on n'avait pas nécessairement contact avant. Ça va faciliter aussi la recherche des financements parce que le PAC, le plan d'action changement climatique, prend fin. Et donc, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est trouver du financement. Et ça va faciliter la diffusion des connaissances sur l'eau parce qu'un élément qui est très important pour tout le monde, c'est que les résultats des projets de recherche, les livrables, soient diffusés aux acteurs de l'eau, au grand public. Donc, je vais terminer là-dessus. J'espère qu'avec cette présentation, vous pouvez apprécier que la recherche scientifique joue un rôle essentiel pour améliorer la gouvernance de l'eau au sein d'un ministère, au sein du gouvernement, autant en amont pour influencer l'adoption des nouvelles approches avec des nouvelles idées, en amont de l'adoption d'une loi ou un règlement, mais aussi en aval pour l'application et la mise en œuvre. Donc, c'est ça, les besoins du ministère en acquisition des connaissances sont très variés et je pense qu'on va être mieux placé pour répondre à ces besoins grâce à la mise en place du consortium Osmose pour les années à venir. Donc, je vais terminer là-dessus, puis on peut peut-être passer à la période des questions. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Judith.
Très, très apprécié. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui. Merci à tout le monde qui est en ligne également. J'ai vu jusqu'à 175 personnes. D'ailleurs, Laureline Berthaud fait savoir qu'elle est là si quelqu'un a des questions sur son projet avec le professeur Saint-Hilaire. Il y a eu quelques questions là, en fait, sur le webinaire d'Osmose dont tu as fait mention au début. Je pense qu'il n'est pas encore en ligne selon mes informations, mais j'ai mis un lien dans le clavardage si vous voulez vous inscrire aux communications d'Osmose. La coordonnatrice d'Osmose pourra vous faire savoir quand la vidéo sera mise en ligne, mais ça devrait être aujourd'hui, sinon dans les prochains jours. Vous pourrez trouver la chaîne YouTube de Osmose pour ceci. Et quelqu'un voulait savoir aussi à quel moment le sondage dont tu parlais en début de présentation sera lancé. Ça va être quelque part au mois de février, vers la mi-février. On vise à envoyer un courriel avec le lien au sondage et les détails pour le compléter. Parfait. Ensuite, on aurait deux questions de M. Philippe Gachon. Professeur Gachon, est-ce que vous voulez activer votre micro et votre caméra? Oui, bonjour, est-ce que vous me voyez? Oui. J'aurais deux questions. Une, j'aimerais savoir votre avis, point de vue sur la création que le fédéral est en train de faire sur l'Agence canadienne de l'eau. Première question. Deuxième question, c'est plus général sur comment vous définissez l'eau? Est-ce que le MELCC, ces nouvelles connaissances scientifiques, vous semblez vouloir justement améliorer le lien avec la recherche? La question est sur la source principale de l'eau sur Terre, en dehors des océans, c'est l'atmosphère. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du ministère et aussi dans les prochaines années de faire un suivi, par exemple, des sources de contaminants qui viennent de l'atmosphère? Évidemment, la source étant variable avec les changements climatiques, est-ce qu'il y a aussi un travail qui va maintenant inclure la composante atmosphérique qui est la principale finalement, parce que l'eau sur Terre, elle dépend essentiellement de ce qui tombe du ciel. OK. Mais merci pour les deux questions. Par rapport à la création de l'Agence canadienne de l'eau, mais c'est ça, c'est une initiative fédérale, du gouvernement fédéral. Et je pense pour l'instant, c'est ça, on suit les annonces. Parfois, on est invité à participer à des discussions. Donc, pour l'instant, je n'en sais pas plus. C'est ça. Je pense qu'on est là pour en apprendre puis à contribuer si on peut. Mais à ma connaissance, tout n'est pas encore complètement déterminé, le mandat et tout ça. Je pense s'il y a un intérêt au niveau du partage des connaissances, mais nous aussi, on est très d'accord avec le besoin d'être transparente avec les données qu'on a, de les partager le plus possible. Donc, tout le monde, on rentre dans la même direction pour mettre en place des outils, développer des outils. Je pense qu'il faut éviter le dédoublement, ça c'est sûr. Puis, quand on va participer aux discussions, c'est toujours le point qu'on amène au fédéral. On a déjà développé des choses, donc c'est de ne pas dédoubler les efforts, mais ça peut être complémentaire, mais tant mieux. Donc, j'espère que ça réponde pour cette question. La deuxième partie de votre question sur le suivi des contaminants, mais j'ai pris note de ça, je trouve ça très intéressant. Puis, je ne sais pas s'il y a des discussions dans d'autres directions avec mes collègues qui portent là-dessus. Désolée, je ne peux pas répondre. Je présente comme représentante de ma direction, donc je ne peux pas parler pour les autres directions, mais j'ai pris bonne note de ça parce que c'est peut-être des choses qui pourraient être intégrées dans le rapport sur l'état de l'eau et des écosystèmes aquatiques à un moment donné. Merci. Merci pour la question. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions dans le clavardage. Donc, s'il y en a qui ont des questions, c'est le moment de parler ou de vous taire à jamais. Si vous voulez poser votre question à l'oral, vous nous le signifiez tout simplement. Sinon, vous pouvez écrire la question. J'aurais une question. Oui, Madame Cloutier, allez-y. Oui, merci pour cette présentation. Je suis très contente là, que le Bureau des connaissances de l'eau
collaborent et puis veuillent développer encore plus de connaissances. Il y a un aspect de l'eau qui m'importe là, au niveau des plans d'eau au Québec. Tout l'aspect navigation, l'impact de la navigation de plaisance sur nos plans d'eau qui provoque l'eutrophisation accélérée de nos plans d'eau, dont le gouvernement a la garde comme gardien de l'eau, en fait. C'est sûr que ça touche la navigation qui relève du fédéral aussi, mais est-ce que vous allez éventuellement collecter des informations sur l'impact de ces bateaux-là? RSVL fait un bon travail pour recueillir des informations sur l'eutrophisation des lacs, mais il n'y a pas vraiment de données sur le nombre de bateaux par lac, selon la grandeur, la superficie. Est-ce que le Bureau des connaissances de l'eau pourrait collecter ces informations-là à travers le RSVL? OK. Le rôle du BCE, c'est ça, c'est en fait ce qu'on va faire au cours des prochaines années, c'est d'identifier des lacunes au niveau des connaissances. Donc, si vous me dites, c'est ça, qu'il manque des informations, des connaissances au niveau de la navigation de plaisance puis les plans d'eau, mais c'est justement le genre de lacunes qui va ressortir dans nos entretiens qu'on va mener au cours des prochaines années avec nos collègues d'autres ministères, les groupes externes, donc et vous faites parmi de ces groupes-là. Et une fois qu'on a identifié des lacunes, on va prioriser les connaissances, l'acquisition des connaissances selon les enjeux identifiés. C'est pas notre rôle, c'est plutôt de faire ressortir au sein du gouvernement qu'il y ait certaines lacunes et de trouver les moyens de combler ces lacunes-là avec nos partenaires, avec les acteurs de l'eau. Donc, je vois que c'est un travail de collaboration qu'on doit faire tout le monde ensemble. Donc, j'ai pris note de cet enjeu-là et ça va faire partie il va en avoir d'autres aussi. Et une fois qu'on a identifié des problèmes comme ça, mais on va travailler avec vous tous, nos partenaires, puis les acteurs de l'eau pour trouver des solutions, puis proposer des solutions au niveau politique aussi. Donc, je sais que ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais c'est plutôt de voir ça comme un travail qui débute et qu'on va mener au cours des prochaines années. Nous étant pour le BCE comme le coordonnateur de ce dossier-là en lien avec nos partenaires. Très bien, merci. J'aurais une autre préoccupation. Les connaissances, c'est beau de les acquérir, mais éventuellement, il faut les diffuser auprès du grand public. Oui. Le centre d'interprétation de l'eau a un grand rôle à ce niveau-là. Pas juste les diffuser auprès des scientifiques. Donc, les musées scientifiques ont un rôle à jouer dans ce domaine-là. Donc, je me demandais s'il y a une collaboration possible pour faire en sorte de vulgariser l'information scientifique avec le bureau. OK, oui, mais vous avez tout à fait raison. Puis c'était aussi un point qui était soulevé par le commissaire au développement durable. C'est sûr que depuis la création du BCE, on était très préoccupés à mettre en place des outils, premièrement pour les acteurs de l'eau. Puis on avait toujours on vu le volet public aussi, mais là, on va vraiment on va vraiment miser là-dessus il y a des projets qui sont en cours justement pour bonifier la diffusion des connaissances sur le site web. Donc, c'est à venir. Merci. Merci beaucoup. Alors, Judith, on a une prochaine question. Professeur Marc-André Bourgault à l'Université Laval qui voulait savoir s'il y aura de nouveaux projets de recherche qui seront bientôt financés. Et si oui, pouvez-vous donner des exemples de thématiques de recherche qui pourraient être abordées dans ces prochains projets à financer?
Dans le cadre de la collaboration entre le ministère et Osmose, on a identifié une bonne cinquantaine de besoins en termes de recherche. On a fait le tour de des directions ici. On a parlé avec nos collègues et parfois, c'est ça, les besoins sont très développés. Nos collègues ont une bonne idée d'un angle de recherche qui veut développer un projet qui aimeront mener avec une équipe de recherche. Mais parfois, les idées sont très embryonnaires, puis il faut mijoter encore un petit peu plus. Puis les thèmes sont très, très variés. En fait, avec Osmose, puis peut-être ça peut ça peut être un sujet de notre conférence. On a identifié des thématiques, mais j'avoue que ça touche à tout, autant la qualité de l'eau, quantité d'eau, changement climatique. C'est ces enjeux-là. Donc, je ne peux pas vraiment cibler une thématique en particulier, mais ou un sujet, mais c'est très, très varié. Beaucoup en lien avec les lois et les règlements qui ont été adoptés dans les dernières années. Donc, encore une fois, les milieux humides, les milieux hydriques, le besoin de mieux comprendre l'impact de débit, changement de débit des eaux de surface et des eaux souterraines sur les utilisateurs de l'eau et aussi sur les écosystèmes. Donc, pour juste donner quelques exemples très brièvement, j'espère que ça répond aux questions, mais on pourrait peut-être à un autre moment aller plus en détail sur les besoins identifiés par le ministère. C'est une bonne idée d'avoir un autre webinaire sur le sujet de la part d'Osmose. On va passer la balle à Boutaina pour ceci. Prochaine question, on revient un peu sur l'Agence canadienne de l'eau. Quelqu'un se demandait à quel stade de la création on était pour ça et surtout qui va s'occuper de la bonne gouvernance des ressources en eau, surtout l'eau douce. C'est quoi les interactions fédérales, provinciales, les interactions avec le ministère de l'Environnement sur cette question-là? Je ne suis pas vraiment la meilleure personne pour répondre à cette question. C'est ça. Je sais qu'au niveau fédéral, c'est Environnement et Changement climatique Canada qui s'en occupe, qui sont en charge du dossier. Je ne peux pas dire où ils sont rendus dans la mise en place de l'agence. Je n'ai pas vu passer énormément de choses. Il y a eu quelques webinaires avant les fêtes, si je ne me trompe pas. En fait, oui, il va y en avoir un prochain le 4 février là, sur le document qui a été produit suite aux premières consultations du public. Donc, il y a en fait, des ateliers de travail qui durent toute la journée le 4 février, particulièrement pour le Québec. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez sur le site d'Environnement Canada. Oui, c'est ça. Donc, nous, on est parfois impliqués dans ces discussions-là par l'entremise des projets qu'on fait. Puis aussi, on a le plan d'action Saint-Laurent qui est un projet conjoint entre le gouvernement provincial puis le gouvernement fédéral. Mais je ne peux pas donner plus d'informations parce que je ne suis pas la principale personne qui est impliquée dans ce dossier. Parfait, merci. Et peut-être une dernière question, j'en vois pas d'autres pour le moment. Excellente question. M. Martin Mulot demande quelle est la place de l'industrie dans le rapprochement entre le ministère de l'Environnement et la recherche. Est-ce que le MELCC compte faciliter l'accès à des sites d'essai, par exemple, pour permettre la validation de technologies qui mettront en application les connaissances? Oui, c'est un bon point. Mais je pense à travers des projets qu'on va mettre à l'avant via le consortium, ça va être des avenues à explorer. Si j'ai des collègues qui ont des besoins en termes qui va dans ce sens-là. Donc, oui, on est très ouvert à ça. Ça va toujours dépendre de la rapidité qu'on peut mettre en place des projets au cours des prochaines années.